robots pour aider à éliminer les déjections dans l'étable. Des capteurs qui contrôlent l'état de santé des bêtes. Une treilleuse automatique prête à entrer en action dès que les mamelles sont pleines. Un drone qui survole les champs pour mesurer la qualité des sols. Les agriculteurs ont depuis longtemps délaissé la fourche et le fléau. Aujourd'hui, les fermes se mettent au high-tech. Chaque exploitation doit évoluer. L'immobilisme est synonyme de régression. Michael Treibelmeier espère que la météo va se dégrader. Cela fait 6 semaines qu'il n'a pas plu dans la région de Linnviertel, en Haute-Autriche. L'orge se porte bien, les grains sont formés depuis la mi-mai. Mais pour le blé, qui mûrit plus tardivement, la situation est préoccupante. En l'absence d'eau à ce stade de la croissance, les grains vont avoir du mal à se remplir d'amidon. Il se pourrait aussi que leur taille soit réduite au bas des épis et qu'ils tombent. Le temps semble devenir pluvieux. Au loin tombent les premières gouttes. Mais une fois de plus, les champs de Michael n'en recevront pas une seule. On travaille dans la nature, c'est notre atelier. Mais il faut faire avec les conditions qu'on a. Mais ça, on le sait dès le départ. Les agriculteurs n'ont aucun moyen d'agir sur la météo. Néanmoins, ils s'adaptent de mieux en mieux aux aléas climatiques grâce à des technologies de pointe. Avec le N-Tester par exemple, un appareil qui mesure le taux de chlorophylle des feuilles. Ça m'indique la dose d'engrais nécessaire pour que la plante obtienne tous les nutriments dont elle a besoin. Michael économise ainsi des ressources et ménage son portefeuille. Ce champ de blé d'hiver nécessite 200 kg de fertilisant de synthèse par hectare. Je roule très exactement à 11 km/h, à 1/10 de km/h près. Une certaine dose d'engrais est libérée à chaque minute, et ma vitesse s'ajuste en mètres par seconde à l'ouverture de la trémie, ce qui me permet de mesurer la quantité exacte de produits déversés. Plus il roule vite, plus la dose d'engrais épandue est conséquente. Ainsi, chaque mètre carré de champ reçoit automatiquement une quantité équivalente de fertilisant. Le tracteur suit la piste prétracée qui a été enregistrée. Le véhicule est depuis longtemps équipé d'un GPS, d'écran de contrôle et de manettes. Durée de travail, consommation, écart de la piste, quantité d'engrais épandue, tout est indiqué. Michael ne dispose pourtant pas des dernières technologies qui lui permettraient d'adapter la dose d'engrais aux différentes qualités de sol présentes sur un seul et même champ. Car dans un champ, le sol n'est jamais uniformément fertile. Cela ne se voit pas d'en bas, où tout est vert. Pour s'en rendre compte, il faut prendre de la hauteur. C'est pourquoi Michael a fait l'acquisition d'un drone. Des airs, on distingue clairement une zone d'un vert plus clair, signe qu'ici, il y a quelque chose qui cloche. Pour savoir quoi, il faut effectuer des analyses sur le terrain. En homme qui vit avec son temps, Michael s'y rend en scooter électrique. La première chose qu'on constate, c'est un manque d'eau. La terre est plutôt sèche. À part ça, la structure est relativement bonne et bien friable. On voit les petites racines qui descendent jusqu'ici. Le bilan n'est pas mauvais, mais des analyses en laboratoire pourraient fournir des résultats plus précis.
Dans tous les cas, l'objectif reste d'optimiser le rendement de ce champ. On essaie simplement de faire au mieux pour obtenir quelque chose à partir de ce qu'on a, tout en préservant l'état des sols, afin que nos enfants puissent eux aussi en retirer quelque chose. Son exploitation de 60 hectares est située dans un petit village de Haute-Autriche. Mais pour lui, elle s'inscrit dans un environnement plus large. Il s'agit de nourrir une population mondiale grandissante avec toujours moins de surface cultivable. Mais aussi de pratiquer une agriculture durable en ayant recours le moins possible aux engrais et aux pesticides. Et pour ce faire, l'agriculture a aussi besoin de la technologie moderne. En Haute-Autriche, le paysage est relativement morcelé. Les champs sont rarement plus grands que quelques terrains de football. Les agriculteurs exploitent en moyenne 17 hectares. L'agriculture 2.0 et les hautes technologies se justifient davantage pour de grandes surfaces. Cela n'empêche pas les agriculteurs de l'Innviertel de tenter eux aussi la nouveauté, surtout les jeunes. Thomas Reisecker vit dans un village voisin de celui de Michael. Il possède 900 porcs destinés à l'engraissement et exploite 60 hectares de terre sur lesquels il récolte du blé, de l'orge, du maïs et du soja. Les céréales serviront à nourrir les bêtes et les déjections animales à fertiliser les champs. C'est un modèle d'agriculture circulaire classique. Mais dans la porcherie, les bêtes sont nourries et hydratées en fonction de leur taille grâce à des technologies de pointe contrôlées par ordinateur. Je programme la machine pour qu'elle nourrisse les bêtes les plus grosses. Elle va calculer la dose de chaque aliment en fonction du poids des porcs. Quand elle a fini le calcul, elle commence par apporter la quantité d'eau qui leur est nécessaire. Ensuite, elle ajoute le maïs que Thomas entrepose dans un silo dont l'atmosphère contrôlée est riche en CO2. Le dioxyde de carbone permet aux grains de rester frais. 3 fois par jour, Thomas nourrit ses bêtes avec une nourriture liquide composée de ses propres céréales, d'aliments minéraux et d'un mélange à base de plantes. J'ai beaucoup recours aux plantes et à l'homéopathie. Quand les bêtes attrapent une petite toux, je leur donne des médicaments homéopathiques. En dehors de cela, Thomas élève ses porcs de manière conventionnelle. Les bêtes passent de 30 à 120 kilos en moins de 4 mois, avant de finir en escalope dans nos assiettes. Elles grandissent dans des espaces très confinés. J'estime que ma tâche est de faire en sorte que les porcs se sentent le mieux possible pendant le temps qu'ils passent chez moi. Quand je prends soin d'eux, je suis satisfait. Et je crois qu'ils sont contents eux aussi. Thomas a 38 ans. Il est marié et père de 3 enfants. Il gère la ferme seul et le système d'alimentation automatique le soulage d'une partie de son travail. Mais il n'a pas plus de temps libre pour autant, car au lieu d'être dans la porcherie, il s'occupe des tâches administratives. En cas de problème, le système déclenche une alarme. Si quelque chose ne va pas durant le nourrissage, mon téléphone portable sonne. C'est très utile quand on n'est pas à la maison. On est joignable partout dans le monde. Et quelques minutes plus tard, son téléphone se met en effet à sonner. L'alarme a retenti. L'autre téléphone sonne aussi, mais c'est la même chose. Alors maintenant, soit je regarde de quoi il s'agit sur l'ordinateur, soit je me rends directement sur place pour voir pourquoi la machine s'est arrêtée. Rien de grave, c'est simplement une valve qui s'est bouchée. C'est ici qu'est fabriquée la nouvelle génération de systèmes d'alimentation automatique. Voilà comment il fonctionne. Chaque porc entre dans un sas, puis il est pesé avant de recevoir automatiquement une ration de nourriture personnalisée. L'entreprise Schauer s'est spécialisée dans le matériel technologique pour ferme, les systèmes d'alimentation automatique et tout ce qui va avec.
C'est ici qu'est assemblé Enro, un robot nettoyeur de déjection. Ses caractéristiques, des pneus à large crampon pour une bonne adhérence, un châssis bas et une puissance d'un cheval vapeur pour un poids de 450 kg. Cette petite machine est très dégourdie, car contrairement à ses cousins, les robots tondeuses, Enro ne se déplace pas de manière aléatoire, mais sait très bien où aller. Il faut dire qu'il a été spécialement programmé pour ça par des constructeurs comme Christoph Budinger. Il doit suivre certains trajets pour ne pas se retrouver au milieu de jeunes animaux et pour ne pas les blesser. Il existe des trajets préprogrammés. Mais nous avons aussi un logiciel relativement facile d'utilisation qui permet à nos clients de programmer leur propre trajet. Le voilà maintenant aux prises avec la réalité du terrain. Mais le robot fonctionne bien. Il ne se laisse pas décourager par les obstacles, petits ou gros. Les vaches restent imperturbables pendant qu'il mène à bien sa corvée et pousse leur bouse à travers les fentes des caillebotis. Le petit robot est un nettoyeur hors pair. Enro coûte près de 14 000 €. Une somme rondelette pour Gerhard Koenigseeder, qui ne regrette pourtant pas son achat. Il nous facilite grandement la tâche. Avant, on nettoyait toujours le caillebotis à la main. Le robot lui fait gagner chaque jour une demi-heure qu'il peut consacrer à ses vaches. Il y a 5 ans, Gerhard s'est acheté un robot de traite dernier cri. Quand la vache en a envie, elle se dirige toute seule vers la zone de traite. Cette machine épargne quotidiennement à l'éleveur une demi-heure de travail. À présent, Gerhard a même un peu de temps libre. Par exemple, pour se ménager une journée de ski. Avant, il devait démarrer sa journée à 4h30 pour y arriver. Ça me permettait d'être à 8h30 au plus tard sur les pistes. Je skiais toute la journée jusqu'à 16h30, puis je rentrais vers 19h30, et je passais encore 1 heure, 1 heure et demie dans l'étable avant d'avoir tout fini. Grâce à l'automatisation, il jouit d'une plus grande flexibilité et d'une meilleure qualité de vie. L'agriculture numérique, qu'on appelle aussi le smart farming, est en plein essor. D'ici quelques années, son chiffre d'affaires à travers l'Europe devrait doubler et atteindre le 1 milliard d'euros. Mais que reste-t-il de la tradition dans cette culture hautement technologique? Retour chez Michael, le pilote de drone. Les vieux tracteurs sont entreposés dans l'ancienne étable. Il continue à en prendre soin, même s'ils sont depuis longtemps hors d'usage. Ce sont les premiers qui ont remplacé la main-d'œuvre. Avant, une quarantaine de personnes travaillaient ici. Quand la mécanisation a commencé, les machines ont progressivement remplacé les ouvriers. Et la tendance s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 à travailler ici, son père et lui. Un Steyr de 1954. Michael le conduit parfois pour se rendre à des rassemblements de véhicules de collection. Le voici, c'est le premier. Le tout premier tracteur qu'on a eu à la ferme. Ici, l'agriculture, c'est une histoire de famille. Les Treibel-Meyer exploitent le domaine Weissauer depuis 6 générations. La ferme se transmet de père en fils. Ce sera de nouveau le cas bientôt, car à 69 ans, Gottfried, le père de Michael, commence tout doucement à lever le pied. Il a connu l'époque où une quarantaine de personnes travaillaient ici. C'était un travail très dur, parfois éreintant. Je me rappelle encore comment ça se passait dans la grange au moment des récoltes.
Une vingtaine de personnes venaient de l'extérieur nous prêter main forte. Il y avait toujours quelque chose à faire à la ferme. Mais le soir, on s'amusait bien. On dansait et on faisait de bons gueuletons. C'était vraiment une autre époque. En 1960, en Autriche, 1,5 million de personnes travaillaient encore dans l'agriculture. Un chiffre qui a été divisé par 4 depuis. La mécanisation se poursuit, on ne peut pas l'arrêter. Mais il ne faut pas suivre n'importe quelle mode sous prétexte que c'est moderne ou que ça allège notre charge de travail. Parce que souvent, le rapport coût-efficacité n'est pas avantageux. Le perfectionnement, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix ni n'importe comment. Les choses vont sûrement devenir un peu plus difficiles. Les machines vont monter en charge et le travail augmenter. Ça laissera moins de temps pour la vie privée, pour participer à la vie du village. Il ne reste pas beaucoup de temps à Michael pour se divertir. Le mercredi soir, c'est football. Dans le club du village, on joue avant tout pour s'amuser, mais on s'entraîne avec assiduité. Michael est aussi engagé comme pompier volontaire. Le reste du temps, il est au travail. En plus de l'agriculture, il développe son activité d'analyse par drone. Auparavant, c'était un passe-temps. Il souhaite maintenant en faire son métier. Pour s'entraîner, il se filme durant l'épandage du lisier. L'utilisation du lisier est un sujet sensible. Les agriculteurs se voient régulièrement reprocher les désagréments liés à l'odeur. On fait tout ce qu'on peut pour éviter les odeurs. On joue sur le temps d'épandage, la météo et la technique. Il ne pulvérise plus le lisier dans les airs comme auparavant, mais au ras du sol. À peine sorti du tonneau, le lisier doit entrer en contact avec le sol et s'y infiltrer le plus rapidement possible. Grâce à une pompe, il est réparti dans chaque tuyau à gauche et à droite, ce qui permet un épandage uniforme. L'idéal pour Michael serait de ne plus épandre la même quantité de lisier partout, mais davantage où le sol est moins bon. Il existe une technologie qui le permet, mais Michael n'en dispose pas. Une autre solution existe pour limiter les odeurs. Ici, l'épandage se fait à grande échelle, mais avec un lisier qui est mélangé à du charbon. Cette idée, on la doit à Konrad Steiner, ingénieur et professeur à l'École supérieure d'agriculture. Elle a donné naissance à un projet pilote. Nous avons prouvé que ce mélange de charbon et de lisier pouvait réduire les odeurs jusqu'à 80% si on l'utilisait correctement. En plus, cette méthode n'implique pas d'extraire le charbon qu'on utilise. Ce dernier est produit à base de papier journal, qui lui-même a été recyclé comme matériau isolant. Les journaux peuvent être recyclés plusieurs fois, jusqu'à ce que les fibres de papier deviennent trop courtes. C'est à ce moment qu'on peut en faire un isolant. Et c'est lorsque celui-ci est à son tour jeté au rebut qu'on peut le récupérer pour le brûler et en faire du charbon. Le tout retourne dans le sol et en plus d'améliorer le fumier, il améliore aussi la qualité du sol. Nous avons donc un cercle fermé dans lequel on épargne du CO2 à chaque étape de production et d'utilisation. On ne peut pas faire mieux. Un bel exemple de recyclage multiple. Le bois se transforme en journal, qui au bout de 6 recyclages se transforme en matériau isolant, qui à son tour devient du charbon, avant de redevenir, par la fertilisation, une plante. Cette méthode de fertilisation était déjà utilisée il y a des siècles par les Indiens d'Amazonie. C'est la terra preta. Et ce n'est pas tout. Lorsque les journaux sont transformés en isolant,
On y ajoute du bore. Ce matériau ignifuge constitue également un engrais pour les plantes. Les élèves de l'école agricole ont aménagé des parcelles expérimentales de maïs et de tournesol qu'ils fertilisent à l'aide de charbon au bore à des concentrations diverses. Durant toute la période de croissance, ils prélèvent des échantillons de sol et contrôlent l'état des feuilles. Les premiers résultats sont très encourageants. Mais sur le plan juridique, le charbon issu de matériaux isolants est considéré comme un déchet. Il va encore falloir convaincre les autorités qu'il s'agit d'un matériau qui peut être valorisé. Comme il permet de rendre le fumier inodore, cela jouera peut-être en sa faveur. Après la redécouverte d'anciennes techniques de culture, retour dans le monde numérique avec des vaches connectées. Ce petit dispositif dans leur oreille permet à l'éleveur de tout savoir sur elles. Là, vous pouvez voir cet émetteur. Il est caché comme un piercing. C'est cette partie qui collecte des données. Des données sur l'état de santé des bêtes principalement. Quand un animal est malade, je m'en rends compte très tôt, car le premier symptôme chez une vache, c'est qu'elle rumine moins. Le système enregistre ce changement et je reçois un message. Je vais alors voir la bête et je m'en occupe avant que les symptômes ne s'aggravent ou qu'un plus gros problème ne survienne. Christiane possède 60 vaches laitières qui produisent chacune quotidiennement une vingtaine de litres de lait. Ce sont de bonnes productrices et il est crucial de savoir si elles vont bien. Mais comment cet appareillage peut-il détecter si une vache rumine ou non? La réponse vient de son fabricant, l'entreprise Smartbau à Weibern, en Autriche. Son dirigeant, Wolfgang Auer, est également agriculteur. Lorsqu'il était étudiant, il a beaucoup appris sur le comportement des animaux en s'occupant de l'étable de sa grand-mère. Les mouvements d'oreille de la vache trahissent tout ce qu'elle fait. Si elle rumine, mange ou ne fait rien, si elle est debout, couchée ou à la traite. Grâce à l'intelligence artificielle et à la localisation, nous pouvons analyser ces données en temps réel et savoir où est la vache et ce qu'elle fait. L'entreprise a déjà vendu 100 000 capteurs en Europe, au Canada et aux États-Unis. Tout est développé, conçu et produit ici. Le pack complet incluant les capteurs, le matériel et les logiciels revient à environ 15 000 € pour 60 vaches. Voilà comment cela fonctionne. Des émetteurs répartis dans les tables transmettent les signaux des battements d'oreilles à l'ordinateur de l'agriculteur. Sur son écran, ce dernier peut voir comment vont ses vaches. Christiane aussi est à la pointe de la technologie. Ces vaches sont nourries grâce à un robot programmé pour leur donner 10 fois par jour un mélange frais de fourrage. Une vache en mange quotidiennement 50 kilos. Grâce à l'automatisation, Christiane gagne chaque jour 1h30 de temps. Mais il doit veiller à alimenter le robot de manière continue. 90% des produits qu'il utilise sont issus de ses propres cultures. Le reste provient exclusivement d'Europe. Il refuse d'acheter du soja d'Amérique du Sud par conviction écologique. C'est un modèle parfait de smart farming, mais qui demande un certain niveau d'exigence. Je récolte par exemple les données du robot de traite, avec le nombre de litres de lait que chaque vache a donné aujourd'hui, mais aussi du robot d'alimentation. Smartbau m'envoie des données sur les temps de rumination et sur l'activité des bêtes. Il y a aussi des distributeurs automatiques pour les veaux, etc. Je reçois tout un tas de données, mais c'est à moi qu'il revient de les interpréter. Il souhaiterait que ces différentes sources d'informations soient mises en réseau, mais les fabricants possèdent chacun leur propre logiciel, incompatible entre eux. Le flot des données est l'un des problèmes soulevés par la numérisation qui occupe également le syndicat des agriculteurs. Cette réunion rassemble les jeunes agriculteurs de Haute-Autriche. Parmi eux, Michael Treibelmeier, le pilote de drone, et Thomas Reisecker, l'éleveur de porcs. Ces installations modernes représentent un investissement financier conséquent pour les petits exploitants.
C'est comme avec les téléphones portables. Au début, ils coûtaient une fortune, et maintenant, ils sont quasiment gratuits avec un forfait. Bientôt, ces équipements deviendront eux aussi la norme. Et ils seront si bon marché que même les petites exploitations pourront se les offrir. Leonhard Gmeiner, quant à lui, pense qu'il serait bon de s'unir pour investir. Je crois que les nouvelles technologies poussent à nouveau la coopération entre exploitants. Les opportunités sont nombreuses, mais les risques aussi. Beaucoup de techniques à la mode permettent certaines choses sans être nécessairement plus économiques. Elles ont beau être sympas, elles ne sont pas indispensables pour autant. Ils abordent ensuite le problème de la protection des données. Les entreprises avec lesquelles les agriculteurs travaillent ont accès à tout. Florian Hirtenhuber s'en inquiète. Des applications liées à l'emploi de certains produits phytosanitaires enregistrent toutes les données concernant la durée de mise en culture, les récoltes précédentes ou la météo. Ensuite, l'entreprise de pesticides vous dit si vous devez traiter ou pas. Qu'on ait envie de ça ou pas, c'est une autre question. Mais elles savent tout, c'est un fait. Cette réalité est dérangeante pour une partie d'entre eux. Mais ils savent que l'agriculture de demain sera connectée. Alors ils préfèrent voir le bon côté. C'est quand même dingue. Je produis des aliments dont les gens ont besoin pour se nourrir. Parfois, je m'assieds et je me dis que je fais un super métier. Vraiment, je le pense. Cette année, les récoltes en Europe ne sont pas bonnes. L'été a été trop sec et dans de nombreuses régions, les céréales ont desséché sur la tige. Dans l'Innviertel aussi, les pluies ont été trop rares. Malgré tout, les champs de maïs de Michael se portent toujours bien en juillet. Les pieds mesurent 2,5 mètres de haut et les épis sont bien fournis. C'est surtout grâce aux cultures intermédiaires qu'il a plantées à l'automne dernier. Les plants qui ont passé l'hiver ici ont produit une grosse masse racinaire qui s'est enfoncée profondément dans le sol. Grâce à elle, la structure du sol est si stable et si friable que l'eau du sous-sol peut remonter. Créer une base en hiver pour favoriser une bonne récolte en été, voilà une méthode agricole connue depuis des lustres. Un savoir que la jeune génération d'agriculteurs enrichit avec les technologies numériques. Michael épluche les photos infrarouges prises par le drone à intervalles rapprochés. L'ordinateur les assemble et calcule le rayonnement solaire reçu par les plantes. Toutes ces informations renseignent l'agriculteur sur l'état de santé de ses plantes, le stress hydrique ou encore le manque de nutriments. On voit bien au premier coup d'œil que dans l'ensemble, le champ est dans un état relativement bon. À l'exception de quelques zones, comme ici, le long de la bordure inférieure, où il doit y avoir quelque chose d'anormal. Cela pourrait être dû à l'accumulation d'humidité, à un sol trop tassé ou à une maladie des plantes. Grâce à ces renseignements, les rendements seront meilleurs l'an prochain. Les analyses par drone constituent pour Michael une activité secondaire. Il établit des rapports d'expertise et étudie l'efficacité de différents pesticides pour le compte de la Chambre d'agriculture. Mais il est avant tout agriculteur. C'est le moment de la récolte du blé. Excite les hautes technologies. Sa moissonneuse-batteuse a 30 ans. C'est une antiquité. Pour moi, c'est le moyen le plus économique de récolter, car elle est déjà là, et que les coûts de réparation ne sont pas trop élevés. Ça me procure une certaine liberté et une certaine indépendance, car je peux démarrer la saison quand je veux. Hors de question pour lui de louer une moissonneuse, car c'est elle qui déterminerait alors la date de la récolte. Une nouvelle machine ne serait pourtant pas du luxe, mais elle coûterait quelques centaines de milliers d'euros. L'ancienne fait encore l'affaire. Grâce à elle, il récolte aujourd'hui le fruit d'un an de labeur. On cultive une année durant, les semis passent l'hiver, puis la plante repousse au printemps. À présent, le grain est mûr. C'est nous qui l'avons fait pousser et on sait qu'il va nourrir du monde. Il y en aurait largement assez pour le village là-haut. Son but ? Cultiver de manière aussi innovante que nécessaire et aussi durable que possible.